Serait-ce une belle saison pour le tourisme qui s'annonce? La destination attire beaucoup de monde, les lieux symboliques sont pris d'assaut, les hôtels affichent complet, mais le manque d'eau risque de tout gâcher, disent les professionnels. L'UGTJ a mené tambour battant l'année 2017. Le syndicat s'est battu et débattu tout azimut, son dernier fait d'armes, la grève à Carulis. Les explications d'Élie Domota sur une année où les syndicats ont tenté de maintenir vaille que vaille le cap. La Caisse d'allocation familiale et la ville de Saint-Claude ont signé une convention globale. Toutes les interventions vont être listées pour une plus grande efficacité du travail sur le terrain. Le reportage dans un instant d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Le réveillon de la Saint-Sylvestre approche à grands pas. Quel menu, quels produits acheter? ATV Guadeloupe a fait ses courses ce matin. Nous vous dévoilerons le contenu de notre panier pour la fête de fin d'année. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce jeudi 28 décembre 2017. La saison touristique est bel et bien lancée. L'aéroport Paul Caraïbe tourne à plein régime. En plus, la vague de froid qui sévit sur le nord de l'Amérique et la défaillance de Saint-Martin à cause des cyclones pourraient nous rapporter un surcroît de clients. Les professionnels sont donc satisfaits. Les hôtels affichent complet, mais les coupures d'eau pourraient bien gâcher la fête. Le reportage de Linda Kayarsi pour ATV. Chez les hôteliers, les carnets de réservation sont bien remplis. La saison touristique est sur une bonne lancée. Tous les acteurs s'entendent pour que ce soit une bonne saison. Nous avons certains hôtels qui ont 75% actuellement de clientèle étrangère et seulement 25% de clientèle hexagonale. Donc quand on dit que la Guadeloupe est une destination mono-française, ça devient de moins en moins vrai. Il reste encore beaucoup à faire pour séduire davantage de touristes. Le tourisme doit être de qualité et rentable, aussi bien pour les hébergeurs que la clientèle. Les hôtels, en ce moment, sont pleins. Ils gagnent de l'argent, mais ils ne font pas beaucoup de bénéfices parce que nos charges sont trop élevées. C'est pour rendre l'hôtellerie compétitive, c'est pour que de grandes enseignes internationales reviennent avec des gestionnaires internationaux. Pour que cela crée un effet d'entraînement sur toute l'économie, il faut que les hôtels soient à la hauteur, il faut que l'environnement soit attractif. Et puis également, quand nous subissons des coupures d'eau totalement inadmissibles, incompréhensibles, il faudra attendre la mi-janvier pour connaître les premières retombées économiques. Mais déjà, les touristes semblent conquis. On est arrivé ici super bien accueillis, il n'y a rien à dire avec les gens de l'hôtel. Très gentil, on nous a peut-être pas forcément dit ça dès au départ et en fin de compte on s'est avéré que c'est tout le contraire. La saison touristique 2017 s'annonce donc de très bons crus. L'habitation La Grivelière au fond de la vallée à vieux habitants, la vallée de la Grande Rivière à vieux habitants est un atout touristique majeur de la côte Saulvon. Cette habitation avait été touchée par l'ouragan Maria, mais depuis les travaux sont allés bon train et elle est à nouveau en mesure d'accueillir les clients. Reportage Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Nichée au cœur de la vallée de la Grande Rivière, l'habitation Grivelière est de nouveau accessible au public après avoir subi les conséquences de l'ouragan Maria en septembre dernier. Nous avons déjà commencé à dégager la route parce que pour arriver ici, nous avons pris plus d'une semaine pour arriver sur le site. Il fallait vraiment déblayer la route départementale. Ils ont terminé fin novembre parce que nous avons pu ouvrir le 4 décembre le site. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Il fallait tout abattre, remettre en état les sentiers. Ça nous a pris un peu de temps. Nous n'avons pas terminé. Nous n'avons pas vraiment terminé, mais la partie visite guidée est praticable, sans souci. Sur la partie de plantes médicinales, nous avons du tout replanté, nous avons refait le jardin et ça va prendre un peu de temps pour que ça puisse vraiment repousser. Mais nous, on fait une partie en pépinière. Et on fait de la replantation. Pour ces touristes de retour sur le site après l'événement cyclonique, la Grivelière est de nouveau opérationnelle et ce, pour leur plus grand plaisir. L'antevine pour la patine cyclone, ça a été meilleur, mais à présent, quand l'autre pied disparaître, et c'est un peu difficile pour reprendre un machin là, mais avec la nature, bon, ça va revenir. Mais ça va faire plaisir de découvrir encore
remède en le butin. J'étais déjà venu il y a 1 an ou 2 et le site il a évolué, mais on n'a pas vu de traces de passage du cyclone parce qu'ils ont vraiment tout nettoyé apparemment et tout est reparti. La nature a repris ses droits et non, c'est fantastique. Il y a moins d'arbres, mais on voit quand même ils ont fait un effort, ils ont essayé de replanter, de refaire vivre le site malgré le cyclone, donc ça va. Franchement, c'est super. Le site de la Grivelière sera totalement restauré courant 2018. En attendant, il est ouvert tous les jours pour des visites guidées au cœur de cette habitation qui recèle les secrets de fabrication du cacao et du café made in Guadeloupe. Certaines critiques disent que le syndicat n'arrive plus à rassembler, les manifestations n'attirent plus grand monde. En tout cas, l'UGTG a été sur tous les fronts cette année. Le syndicat a essayé de se maintenir, a essayé de donner le change face au monde de réformes initié par Emmanuel Macron. Yvan Lemar est allé voir le secrétaire général Elie de Mota pour s'expliquer sur l'année 2017 de l'UGTG. Voici son reportage. 2017. Une année riche en conflits sociaux, marquée par des élections présidentielles, législatives, mais aussi des lois modifiant le droit du travail. Une année compliquée pour travailler. Nous voyons avant l'élection à Macron et après l'élection à Macron sont une offensive contre droit à travailler. Et pour ça, travailler des têtes continuité. Nous voyons aussi toujours répression antisyndicale. Et là, au niveau Guadeloupe, eh bien, c'est toujours problème de l'eau, problème de transport, problème de chômage et problème, dernièrement encore, problème concernant soins, incendie à CHU là. Donc, en situation catastrophique pour travailler. Et à côté à ça, on l'a élection pour faire nous croire que l'élection vient nous que changer. Et au cas où on vous compte, que ce soit député neuf, que ce soit sénateur neuf, que ce soit maire neuf, que ce soit conseil général neuf, que ce soit président à français neuf, nous avons une situation catastrophique. Les dernières mobilisations ont été peu suivies. L'occasion pour certains d'affirmer que l'UGTG a du mal à rassembler. À ce propos, Elie de Mota reste serein. Moni a dit ça, c'est certainement Moni pas qu'à faire rien, d'autres cacher des téléphones ou bien des internet. Aujourd'hui là, nous premiers syndicats en Guadeloupe, nous gagnons les élections dans les petites entreprises en début 2012. Nous majoritaires au prud'homme, nous ces syndicats entre guillemets le plus représentatif en Guadeloupe. Donc nous avons animé la plupart des conflits sociaux, nous avons signé un lot accord pendant toute l'année là. Nous présents dans bon nombre d'entreprises dans tous les secteurs d'activité. Donc affirmation à ça, ils sont fondement parce que nous avons demeuré un syndicat qui a défendu droits et intérêts à travailler à peuple Guadeloupe. Pour l'UGTG, l'année 2018 s'annonce aussi difficile que 2017. Il faudra rester mobilisé. Vous savez, toujours continuité. Message que nous avons travailler, c'est surtout pas désemparer, pas décourager. Qu'on dit sous papette, nous devons être continuité, lutter pour nous Gaïa pour nous cascode, et le système là qui a opprimé nous là, qui a dominé nous là. Et celles gens nous paient cascode, c'est continuer goumer, continuer lutter sans relâche pour faire un divini meilleur pour tout le monde nous demain et après-demain. Selon le syndicat, l'UGTG comptait 5000 adhérents en 2017. Un peu plus de 500 millions d'euros de budget, dont 300 millions pour le fonctionnement, 200 millions pour l'investissement. Le budget primitif de la région 2018 a été adopté sans problème. Pour aller un petit peu plus loin, pour connaître ce que l'on va faire de cet argent, nous recevons ce soir Sylvie Gustave Duflo. Madame Duflo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a vu les grandes masses du budget. Certains trouvent que le fonctionnement était peu encore élevé. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Écoutez, aujourd'hui, nous avons plus de 200 millions en investissement, 300 millions pour le fonctionnement, et c'est vrai que nous travaillons à diminuer ce fonctionnement. C'est l'une des critiques qui a été faite par l'opposition notamment. Oui, évidemment. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dégagé des marges de manœuvre. Donc, c'est 200 millions qui vont être investis cette année dans l'économie. Mais sur 3 ans, en fait, nous comptons bien investir 1 milliard dans cette économie en investissement et en s'appuyant également sur les fonds européens. Alors, Madame, je voulais entendre des milliards. Que va-t-on faire de cet argent ? Eh bien, c'est très simple. Vous savez, nous avons été élus sur un programme et que nous déclinons tout simplement. La politique de l'eau, aujourd'hui, la région, le premier exécutif régional à s'engager sur cette politique de l'eau, c'est plus de 20 millions qui sont injectés en 2018. Le transport,
Le tourisme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 1 million de tourisme. Et je vous le dis également, nous allons accompagner les professionnels pour cette histoire de l'eau. En tout cas, nous devons fiabiliser. Et quand vous dites que vous allez injecter 20 millions, vous allez injecter cet argent où? Parce que Jean Vaudier nous dit ça chaque année, il n'y a toujours pas d'eau. Eh bien, écoutez, c'est sur les fonds régionaux, évidemment, et sur les fonds FEDER, puisque nous avions fléché des fonds FEDER à cet effet. Je peux vous dire d'ores et déjà que nous avions fléché 30 millions et qu'en 2018, nous aurons totalement épuisé cette enveloppe. Oui, mais qu'est-ce que vous allez concrètement faire avec l'argent qui va être investi en 2018, par exemple? Quels sont les projets? Bien, concrètement, nous allons intervenir sur Capesterre. Nous allons également intervenir sur Bémao et Petit-Bourg. Nous allons également intervenir sur l'usine de Palmiste et en rénovant 7 km de canalisation. Ce matin, en commission permanente, nous accompagnons Cap Excellence pour la rénovation des réservoirs de Budan. Vous savez qu'il y a des tours d'eau, que la commune de Bémao souffre énormément. Nous allons sur ces projets-là. Puis bien d'autres projets encore que nous portons via les fonds européens. Donc aujourd'hui, l'exécutif régional est dans l'opérationnel. C'est-à-dire que, avec cet argent, nous déclinons de la maîtrise d'ouvrage sur les différentes communes que nous avons ciblées et qui sont des priorités. Alors vous avez lancé le concept de croissance bleue. Alors concrètement, comment cela va se traduire sur le terrain? Parce que nous sommes là pour apprendre des chiffres. Mais bien sûr, le tourisme fait partie de la croissance bleue. Évidemment, toutes les activités marines que nous pouvons développer. Trop souvent, nous nous sommes éloignés de la mer, alors que c'est un vrai vecteur pour l'activité économique. Et donc, nous accompagnons les pêcheurs. Vous avez vu que nous les avons accompagnés après le cyclone Maria. Oui. Et nous continuerons encore à les accompagner et à développer les secteurs de la mer. Et puis le tourisme, vous avez vu, 1 million. Et donc là aussi, l'une des destinations, en fait, ce qui fait la force de notre destination, ce sont les plages, etc. Le programme Océan, qui permet à l'aménagement du territoire de pouvoir proposer des plages de qualité, nous y allons aussi. Et Richelieu avait dit sur certains sites, notamment en montagne, qu'il allait mettre des équipements. Est-ce que cela a été financé? Alors, vous parlez évidemment de la Soufrière et de l'équipement. Effectivement, c'est un site et nous travaillons dessus pour voir comment nous pouvons ramener les touristes au pied de la Soufrière. Je ne vous cache pas que c'est un projet d'envergure et donc il nous faut du temps pour pouvoir dégager les solutions techniques adaptées pour l'arrivée des touristes au pied de la Soufrière. On a vu que la banane a été un peu balayée avec les ouragans, à chaque ouragan d'ailleurs. Comment la région va se positionner sur sa politique en cette matière dans l'année à venir et peut-être les autres années à venir? Bien, de toute façon, nous étions engagés sur le cap des 100 000 tonnes de bananes. C'est vrai que cette année et l'année prochaine, nous risquons probablement de ne pas l'atteindre. Mais je vous rappelle, nous avons investi 4 millions après Maria dans l'agriculture, dont les producteurs de bananes ont bénéficié. Et donc, ce sont les aléas climatiques, mais dès lors que nous aurons surmonté ces difficultés, nous sommes aux côtés des producteurs de la banane pour atteindre ces 100 000 tonnes. On va sortir des quotas, donc des quotas sucriers. Comment la région va-t-elle pouvoir accompagner les producteurs, enfin les sucriers, pour sortir de ce sorte de marché garanti pour aller dans un marché complètement ouvert? Là encore, vous savez, la méthode de notre équipe et du président Richelieu, c'est la concertation. Donc effectivement, nous constatons que c'est la fin des quotas sucriers et donc nous allons être aux côtés des socioprofessionnels pour voir un petit peu comment garantir leur activité économique. Et donc c'est une phase de concertation qui démarre. Alors, il y a encore la lutte avec les Martiniquais pour nous garantir quota. Quelle est la position de la région sur cette question? Parce que les producteurs guadeloupéens réclament un peu, ils disent qu'on ne veut pas servir, pas de faire valoir à la Martinique. Quelle est l'attitude de la région sur ce dossier? L'attitude de la région, c'est d'abord quand même de défendre ces producteurs guadeloupéens. Ensuite, il
faut pas aller vers un casus belli. Nous sommes deux petites îles et donc il faut que nous arrivions à un consensus. Il vaut mieux un bon consensus et bien qu'une guerre retranchée de part et d'autre. Et en ce sens, le président Harry Chalus, comme d'habitude, il mènera les négociations avec les socioprofessionnels et on arrivera bien à un consensus. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Alors, Madame Duflot, vous êtes engagée avec un slogan « Changer d'avenir ». Vous avez le sentiment que 2 ans après, l'avenir est en train de changer? Eh bien, pendant 2 ans, nous nous sommes donné les marges de manœuvre. Et en 2018, eh bien, nous allons changer d'avenir. Vous savez ce que il n'y aura plus l'excuse du prédécesseur. Vous savez ce que le président Chalus nous a souhaité ce matin en commission permanente? De mettre des pneus neufs à nos voitures parce que nous allons rouler. Et donc 2018, nous comptons bien, appliquer, faire sortir les infrastructures que nous avions dit. 2018-2019, l'exécutif régional sera au rendez-vous. Alors Sylvie Gustave Duflot, je vous remercie pour toutes ces précisions. En attendant, je vous demande de venir avec moi à Saint-Claude, où nous allons assister à la signature de la convention ce matin entre la Caisse d'allocation familiale et la mairie de Saint-Claude. Ils ont décidé de signer cette convention qui est une première dans l'archipel pour pouvoir un peu rationaliser la politique d'intervention de la CAF. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Maurice Dexter. Pour cette première convention territoriale globale, la CAF s'engage dans la ville de Saint-Claude. Ce dispositif permet un accompagnement logistique dans des projets sociaux, mais également des aides financières. C'est un outil qui va nous permettre, à nous CAF, mais aussi à la ville de Saint-Claude, de repositionner véritablement la totalité des offres de services de la CAF en fonction des besoins propres à la commune de Saint-Claude. Donc cette démarche en fait que nous avons déjà engagée depuis de nombreux mois a permis de faire un diagnostic partagé, de bien identifier finalement les spécificités de la commune, les besoins des populations, de mettre tout ça en relation avec le projet politique et social du maire et de son conseil municipal, et donc de partir sur un plan d'action où la CAF va intervenir en fait en réponse aux besoins à partir de tous les dispositifs qui existent. La municipalité entend poursuivre cette collaboration axée sur l'optimisation des moyens et des ressources au service de ses administrés. C'est la première ville qui signe avec la CAF cette convention territoriale globale, qui vient, disons, sertir, fidéliser l'action commune de la CAF et de la ville de Saint-Claude en faveur des familles, avec bien sûr la pérennisation de ce qui se faisait. Et nous ajoutons d'autres actions parmi lesquelles on pourrait citer la maison de la parentalité, une innovation que nous avons voulu sur notre territoire qui nous permettra véritablement d'accompagner les familles qui seraient en difficulté par rapport à l'éducation de leurs enfants. Toutes les collectivités peuvent être concernées par cette convention territoriale globale. La ville de Saint-Claude, quant à elle, mettra en place un comité de pilotage afin d'engager de nouveaux projets en faveur des familles sainte-claudiennes. Vous connaissez le problème du déboisement en Haïti pour la fabrication de charbon. Vous connaissez aussi les problèmes écologiques que cela peut poser. En tout cas, la Guyane semble être aujourd'hui confrontée à ce même souci avec des producteurs de charbon clandestins qui pullulent un petit peu partout. Voici le reportage d'ATV Guyane sur cette douloureuse question. Sur ces images prises non loin des communes de Makouria, on peut apercevoir des parcelles de terrain complètement rasées par le feu. Ce sont des charbonnières. Ici, on brûle les arbres afin de produire du charbon. Une activité très réglementée sur le territoire. Mais pour ces charbonnières, c'est totalement illégal. Certaines sont encore fumantes, preuve d'une activité récente. Elles sont difficiles à détecter depuis la route, puisque évidemment ces abattis sont réalisés en arrière des voies de communication de manière à être difficilement détectables. D'où l'importance de ces missions aériennes, puisque c'est du ciel qu'on le voit le mieux. Il y en a beaucoup, et notamment sur le secteur de Makouria, qui est particulièrement affecté par le phénomène. Mais également, on peut en trouver sur les communes de Montsinéry, Tonnet-Grande, par exemple. Il faut savoir qu'on peut tirer de l'ordre de 100 sacs de charbon à partir de chacune de ces charbonnières. Ce genre de constat n'est pas le premier pour l'Office national des forêts. Chaque année, plusieurs milliers d'hectares de terrain partent en fumée pour produire du charbon. Sans aucun contrôle, ce genre de mise à feu peut être dangereuse pour l'écosystème, mais aussi pour la population qui risque un départ d'incendie aggravé. C'est du charbon de bois qui est réalisé à l'occasion de défriches de parcelles par des personnes qui généralement n'en sont pas les propriétaires. La perte de contrôle sur une mise à feu volontaire est qualifiée comme un incendie volontaire. S'il y a des dommages, si le feu part sur les propriétés voisines ou endommage des équipements, voire même met en danger
certaines personnes, c'est un délit qui peut être puni de peines très lourdes. Donc, il y a plusieurs centaines, voire milliers de sacs de charbon qui sont extraits chaque année illégalement de forêt. Plusieurs opérations de survol des zones du littoral sont effectuées chaque année, mais le nombre de charbonnières illégales ne semble pas diminuer. C'est en plusieurs milliers de tonnes que l'on comptabilise le charbon issu de telles pratiques. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, nous irons à Petit-Bourg pour suivre l'entraînement des épéistes pour les compétitions de janvier. Et nous lécherons les babines avec le menu de réveillon idéal concocté pour nous par Linda Kayassi. Les animaux, nous en parlions avant-hier avec le Noël des animaux qui a eu lieu dans notre zoo au Mamelles. Eh bien, à la Martinique, ce sont de nouveaux pensionnaires qui sont arrivés et cela crée l'événement. Voici le reportage d'ATV Martinique. Yago, réveille-toi. Yago profite d'un bain de soleil dans son tout nouvel enclos. Envoyé par le parc animalier d'Amsterdam il y a 3 semaines, il s'acclimate peu à peu. L'idée, fournir un partenaire à la femelle fourmilier afin de fonder une famille, une démarche essentielle pour sauvegarder certaines espèces en danger. On a des espèces pour lesquelles on les présente en captivité pour expliquer aux gens la biodiversité de notre planète, mais qui sont déjà tellement nombreux dans les zoos qu'on n'a pas besoin de reproduction. Dans ces cas-là, soit on a des groupes que de mâles, soit des groupes que de femelles, comme ça on est tranquille, soit parce que c'est mieux pour l'espèce, on a des couples mixtes, mais on a des options vétérinaires, par exemple ils prennent la pilule tout simplement pour ne pas avoir de reproduction. Et au contraire, on a aussi plein d'espèces qui sont menacées aujourd'hui dans le milieu naturel, pour lesquelles le travail des zoos, c'est vraiment justement d'arriver à reproduire ces espèces-là pour avoir des générations futures qui serviront un peu de réserve, si vous voulez, en cas d'extinction de l'espèce qui est concernée. Un peu plus loin, un autre pensionnaire attire les regards des visiteurs. Elac, un puma de 4 ans venu du sud de la France. Certains ont déjà hâte de voir les futurs bébés. C'est une belle chose parce que c'est quand même une belle espèce, le puma. Donc on a hâte de voir aussi les petits venir peupler le zoo. Ce sera l'occasion de revenir. C'est bien de les changer pour qu'ils puissent se reproduire et faire des petits. C'est très bien. Je trouve qu'il est très beau. S'il y a une femelle, peut faire des enfants, puis comme ça va faire une grande famille. J'ai pas compris pourquoi il a une petite tête et puis il est gros. Il est magnifique et on dirait qu'il est enceinte, qu'elle est enceinte ou peut-être que c'est un mâle. C'est un mâle. Ah, il ressemble à une femelle. Si Elac est si imposant, c'est parce qu'il possède encore sa fourrure d'hiver. La première étape pour lui sera de s'acclimater à son nouvel environnement avant d'être mis en contact avec la femelle. Dans la nature, ce sont quand même des animaux qui sont solitaires. Donc dans les zoos, on essaye de former des couples pour essayer de vivre ensemble, puisqu'on est quand même dans une structure, on veut faire des reproductions par rapport à certaines espèces qui peuvent ou non être menacées. Et effectivement, par moment, ça peut ne pas fonctionner. Donc on est censé avoir une équipe autour qui est là pour superviser la rencontre. Donc à ce moment-là, on va avoir plusieurs personnes qui vont être là à observer les animaux, à regarder niveau contact, donc le visuel que les animaux pourront avoir, les sons qu'ils pourront mettre, le corps. Donc c'est un petit peu plein de signes qu'il faudra observer. Ouvert en 2014, le zoo accueille aujourd'hui près de 250 animaux et plus de 40 espèces. Cette année, plusieurs familles se sont d'ailleurs agrandies, comme ces tamarins à main rousse. Yago et Elac feront peut-être partie des prochains à éditer leur carnet rose. C'est au pays de Laura Flessel que les épistes locaux ont choisi de se préparer. Ils avaient un stage très endurant ce matin pour pouvoir disputer les compétitions du mois de janvier prochain. Yvan Lemar à Fleuret-Moucheté. Ce stage organisé par la Ligue d'escrime de Guadeloupe était ouvert aux M15, M17 et M20 afin de préparer une série de compétitions prévues en janvier prochain. 3 jours de stage assez compact, le programme était le contenu était assez important. Nous avons voulu leur donner un petit peu un rythme, une base de travail pour les amener aux échéances prochaines. Alors, une partie du stage était sur la partie technique. Mais c'était beaucoup d'assauts et un peu sur la partie l'aspect tactique, puisqu'on a constaté que nos jeunes n'avaient pas suffisamment de base d'éléments en termes tactiques. Donc on a voulu un petit peu axer ce stage sur cette partie-là.
Du côté des escrimeurs, ce stage était un moyen de retrouver du rythme avant les compétitions. C'est un très bon stage, ça s'est bien passé. De point de vue technique, physique, on a fait pas mal d'assauts aussi, donc histoire de retrouver les automatismes. Et j'espère que pour les compétitions à venir, ça va continuer ainsi. C'était difficile, mes jambes ne tenaient plus. Je tenais plus. C'était pas forcément difficile, mais après les fêtes, il y a la fatigue. Ouais, exactement. Du coup, on l'a senti passer. Comme on a fait que tirer dans le stage, en fait, on a fait que des assauts. Donc franchement, sur le physique, ça a joué beaucoup. Parce que moi-même, d'habitude, en fait, dans les stages comme ça, j'ai pas tellement de courbatures. Et là, depuis le premier jour, c'est chaud physiquement. Durant ce stage, 2 jeunes escrimeurs guadeloupéens évoluant à haut niveau étaient présents, l'occasion pour eux de partager leur expérience. C'est important du fait pour le retour aux sources, pour récupérer un peu d'énergie, sachant que là-bas en ce moment il fait froid et la chaleur ça fait toujours du bien. Et aussi d'un point de vue du partage, il faut savoir faire profiter aux jeunes qui sont ici, qui veulent, comme moi peut-être, comme moi à l'époque, atteindre le haut niveau. Et tout ça, cet échange, ça permet à nous aussi d'évoluer, donc c'est bénéfique. On apporte notre expérience. Les jeunes, les plus jeunes, 13-15 ans, ils n'ont pas encore vécu l'expérience nationale. Donc du coup, nous qui avons déjà vécu nationale et internationale, on vient tirer avec eux. On leur apporte un peu d'expérience, on leur parle, on leur aide au niveau technique, tactique. Et voilà, ça leur fait du bien. Et je pense qu'ils vont mettre en pratique après lorsqu'ils vont grandir. Certains escrimeurs participeront au circuit national 2 à partir du 2 janvier à Clermont-Ferrand. Les plus jeunes ont rendez-vous le 15 janvier pour les championnats Antilles-Guyane. L'année se termine au galop. Vous vous arrachez les cheveux, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le réveillon du 31 ? Eh bien, nous avons demandé à Linda Carrersi de se rendre dans un supermarché, d'essayer de faire des courses pour le 31. Voici ce qu'elle nous a ramené à TV Guadeloupe au cœur de votre vie quotidienne. Tout d'abord, commençons par les incontournables de la table du Nouvel An. Les indémodables et les inimitables, foie gras, saumon fumé, langoustes, coquilles Saint-Jacques, volailles et autres classiques. Pour les amateurs des produits du terroir, des mets plus traditionnels comme des gratins d'igname ou encore les Christophines farcies. Vous pouvez également miser sur l'originalité et sortir de votre zone de confort culinaire. Des recettes créatives et originales, de nombreux sites internet bien connus vous aideront à vous surpasser. Attention tout de même à tester vos plats bien avant le jour J pour que vos convives ne fassent pas la fine bouche le soir du réveillon. Plat chaud validé, reste à gérer les apéritifs ou encore l'entrée. Là aussi, une multitude de choix. Ils peuvent être chauds ou froids, présentés dans de jolies verrines pour mettre plein les yeux à vos convives. Pour finir, le dessert. Note de conclusion du dîner du Nouvel An en beauté. Qu'il soit fondant, onctueux, croustillant ou tout simplement juteux et de saison pour les fruits. Bref, optez pour le dessert qui va marquer le passage en 2018. Enfin, que serait un repas de réveillon sans boisson, vin, champagne, spiritueux, à consommer bien sûr avec modération. On ne le répétera jamais assez, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Voilà, cette édition touche à sa fin. Notez quelques informations pratiques pour finir. Pour les coupures prévues vendredi demain, c'est à Goyave. C'est entre 18h et 6h du matin. Le lendemain, ce qu'on appelle un tour d'eau. Et pour donner votre son, vous devez aller à Saint-François, avenue de l'Europe, de 8h30 à 13h. Et si vous avez une information à communiquer à notre rédaction, sachez que vous pouvez composer le 05 90 71 11. Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. Ce reste une belle saison pour le tourisme qui s'annonce. La destination attire beaucoup de monde. Les lieux symboliques sont pris d'assaut. Les hôtels affichent complet. Mais le manque d'eau pourrait gâcher la fête, disent les professionnels.
L'UGTG a mené tambour battant l'année 2017. Le syndicat s'est battu et débattu tout azimut. Son dernier fait d'armes, la grève à Carulis qui s'est achevée récemment. Les explications d'Élie de Mota sur une année où les syndicats ont tenté de maintenir le cap. La Caisse d'allocation familiale et la ville de Saint-Claude ont signé une convention globale. Toutes les interventions vont être listées pour une plus grande efficacité du travail sur le terrain. Le reportage que nous avons vu d'Elisabeth Arsène et de Maurice Dexter nous a éclairé. Le réveillon de la Saint-Sylvestre approche à grands pas. Quel menu, quels produits acheter? Vous avez vu à l'instant les conseils de Linda Kayarsi pour un réveillon top niveau le 31 au soir. Voilà, c'est la fin de cette édition, c'est la fin de notre tranche d'information. On se retrouve demain à 18h45. Passez une bonne soirée sur ATP.